Nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Auganlian, qui est directeur technique et sécurité pour Microsoft France. Bernard, ma première question va porter sur ta vision concernant l'évolution du risque cyber. On a le sentiment que celui-ci progresse fortement. Quel est ton point de vue sur cette tendance? Alors pour commencer, je pense qu'on peut dire qu'en 2021, pendant toute l'année, la cybercriminalité est devenue de plus en plus sophistiquée, de plus en plus répandue et encore plus implacable. Les cybercriminels ont ciblé des infrastructures critiques, que ce soit dans le domaine de la santé, des fournisseurs de solutions informatiques, les services financiers, les secteurs de l'énergie, avec souvent des attaques qui ont fait la une des journaux, en paralysant des entreprises et en nuisant de manière significative aux consommateurs. Alors, comme tu l'évoquais dans ta question, on a vu effectivement une augmentation très significative d'un certain nombre de typologies d'attaques. C'est notamment le cas des ransomware, avec une augmentation de 1070% des attaques de ransomware d'une année sur l'autre, entre juillet 2020 et juin 2021. Et donc, on se rend compte que certaines de ces attaques deviennent extrêmement répandues pour la bonne et simple raison qu'elles sont solvables. Elles offrent un haut rendement et un faible investissement pour les cybercriminels. Et donc, ce qui au départ concernait quelques PC par-ci par-là est devenu une attaque généralisée à l'échelle d'un réseau tout entier, avec la mise en place d'un certain nombre de syndicats criminels, avec des affiliés, avec des employés, où on utilise désormais du ransomware as a service, qui permet de faire en sorte que l'on puisse faire appel à un écosystème de criminels, certains faisant telle ou telle tâche, comme par exemple accéder à une certaine catégorie de victimes, pendant qu'un acteur différent va pouvoir déployer les logiciels malveillants. Bref, un véritable écosystème qui s'est créé autour des ransomware. Par ailleurs, on a vu un certain nombre d'incidents majeurs, comme par exemple l'attaque sur Colonial Pipeline, qui a vu la déclaration d'un état d'urgence au niveau des États-Unis, à travers effectivement une attaque par ransomware. Donc on se rend compte qu'on a atteint des sommets de plus en plus visibles dans la gravité de ces attaques. Par ailleurs, évidemment, en dehors de la question des ransomware, on ne peut pas ne pas évoquer les attaques qui sont perpétrées par des acteurs étatiques ou liés à des États. Et donc, bien sûr, cette année, on a vu des événements géopolitiques historiques extrêmement importants, en particulier avec une augmentation des attaques de la Russie vers l'Ukraine. On a vu aussi un certain nombre d'attaques réalisées par la Chine, par les Coréens, par les Iraniens. Et donc, ces États, bien sûr, ont comme objectif soit de détruire, le cas échéant, mais ce qu'on a constaté dans les derniers mois, c'est plutôt des attaques visant à se renseigner, à faire en sorte de mieux connaître les cibles que l'on désire effectivement attaquer, ou dont on veut connaître d'une manière générale la stratégie opérationnelle. Et donc, le secteur bancaire n'a évidemment pas été ignoré dans ces attaques. Le secteur a été aussi la cible de nombreux pirates informatiques malveillants. Et d'une manière générale, la cybersécurité dans le secteur bancaire constitue incontestablement à la fois un champ d'action très intéressant pour les cyberattaquants, puisque la Federal Reserve de New York a indiqué l'année dernière que les entreprises dans le domaine de la finance ont subi 300 fois plus de cyberattaques que les entreprises des autres secteurs. Et on voit que des très grandes banques comme Bank of America a dépensé plus d'1 milliard de dollars rien qu'en cybersécurité afin de se protéger. Donc on voit qu'effectivement, la menace ne fait malheureusement que croître. Donc tu viens de nous expliquer que nous avons, en fin de compte, des gens de plus en plus organisés, de plus en plus structurés pour générer ces cyberattaques, que naturellement ça touche tous les secteurs, qu'il y a une progression très importante et que ça touche notamment le secteur de la banque et l'assurance qui nous intéresse particulièrement. De manière simple, quels sont les grands piliers de notre stratégie au niveau de Microsoft en termes de cybersécurité? Est-ce que tu peux les partager, s'il te plaît?
Alors, la stratégie de Microsoft en matière de cybersécurité repose sur une approche de type Zero Trust. Pour essayer de donner une définition simple de cette approche, on peut dire simplement que cette approche consiste en une approche de la sécurité qui traite chaque tentative d'accès à des informations comme si elle provenait d'un réseau non sécurisé, autrement dit, de l'Internet. Et c'est en fait exactement le cas de nos utilisateurs qui se sont connectés sur leur poste de travail depuis la maison pendant toute la pandémie. Donc Zero Trust, ce n'est pas simplement un de ces innombrables slogans marketing dont l'industrie informatique est si friande. Ainsi, l'ANSSI, lors d'un avis publié en 2021, a porté une opinion très claire sur le sujet en indiquant, par exemple, je cite, « Si le modèle Zero Trust s'inscrit dans la logique de défense en profondeur promue historiquement par l'ANSSI, il constitue une modification du paradigme de la stricte logique périmétrique qui a longtemps prévalu. » Donc, ce qu'indique l'ANSSI ici, c'est que c'est un nouveau modèle de sécurité, Zero Trust. Ce n'est pas juste un ensemble de solutions technologiques, c'est un changement de paradigme qui rend obsolète le modèle périmétrique pour s'adapter à la réalité d'un système d'information toujours plus ouvert sur le restant du monde et qui doit donc faire face à de nouvelles menaces. Et puis ce modèle s'accorde toujours avec la notion de défense en profondeur, qui consiste essentiellement à multiplier les barrières de défense. Mais dans un tel cas, il ne faut pas considérer uniquement l'aspect protection, il faut aussi être capable de détecter. Et la détection est aussi un pilier majeur de ce nouveau modèle de sécurité. Donc Zero Trust est fondé sur 3 principes très simples. Vérifier explicitement, plutôt que de faire confiance implicitement aux utilisateurs ou aux terminaux parce qu'ils sont sur le bon réseau de l'entreprise ou connectés au bon VPN, on présuppose cette notion de confiance zéro et donc on vérifie chaque transaction explicitement. Ensuite, on privilégie l'accès de moindres privilèges. Donc l'idée, c'est d'utiliser les accès les moins privilégiés possibles pour accorder l'accès aux personnes uniquement lorsqu'elles en ont besoin, aussi longtemps qu'elles en ont besoin et pas plus, et pour la tâche spécifique qu'elles ont à accomplir. Et enfin, présupposer qu'un jour il y aura un problème. Donc tôt ou tard, votre système sera pénétré par les attaquants. Et donc il est nécessaire de passer d'une approche un peu de type ligne Maginot dans lequel on se protège contre n'importe quelle défaillance pour passer à un système qui est conçu pour être résilient, qui est prévu pour une récupération rapide en cas de problème, ce qui nécessite évidemment de savoir détecter ces violations d'accès à travers une analyse en temps réel des problèmes qui peuvent survenir. Alors tu as utilisé le mot résilience et ça fait écho au secteur financier puisque tu le sais, nous le savons tous, ce secteur financier est un secteur régulé. Il y a des régulations, je pense notamment à Bâle III, avec son pilier opérationnel qui nécessite une résilience en termes de système. Je lisais récemment aussi une étude de la Banque de France qui montrait, qui faisait écho à ce que tu disais en introduction, l'augmentation du nombre de menaces cyber. Et comme tu le sais aussi, les analystes financiers sont très sensibles à ces sujets-là, que ce soit lors de la présentation des résultats ou lors de la présentation des plans stratégiques. Donc il y a une attention particulière portée sur ce risque cyber qui, je pense, est dans les top priorités des dirigeants des banques et des assureurs. Donc comment peut-on les aider grâce à nos solutions? Peux-tu nous l'expliquer concrètement, s'il te plaît, Bernard? Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est vrai que le cyber-risque a augmenté. Cependant, on peut dire aujourd'hui que, en tout cas jusqu'à présent, le système financier n'a pas connu de cyber-incidents portant atteinte à la stabilité financière, ce qu'on appelle généralement les cyber-risques systémiques. Cependant, c'est vrai que la plupart des comités exécutifs des grandes banques sont maintenant très sensibilisés, notamment à travers le rôle des agences de notation, qui commencent à intégrer le cyber-risque dans leur modèle de notation. Et donc, c'est vrai que les cyberattaques qui ont été réussies sur les hôpitaux, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des attaques en France, en Irlande, qui malheureusement ont créé énormément de dégâts. Et donc, l'affaire Colonial Pipeline, dont je parlais tout à l'heure, qui, en fait, pose la question de manière très claire de la potentialité de reproduire de telles attaques au sein du secteur financier. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des réflexions au sein notamment de l'ESRB, le European Systemic Risk Board,
pour mettre en place un certain nombre d'outils qu'on pourrait appeler macro-prudentiels, avec comme volonté de faire face à un cyber-risque qui, lui, serait systémique. Et donc, on a en fait deux régulations qui sont en train d'arriver. On a d'une part le DORA, le Digital Operational Resilience Act, qui vise à regarder la mise en place d'un cadre harmonisé à l'échelle de l'Union européenne pour les fournisseurs de services tiers critiques en matière de services numériques au sein du secteur financier. Et en fait, les deux approches de l'ESRB et de DORA visent finalement à se compléter, l'un étant plus proche de la macro, l'autre plutôt proche de la micro-économie. Donc en fait, en France, il y a effectivement eu un certain nombre d'exercices menés par la Banque de France, dont tu parlais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de se protéger? Je pense aujourd'hui que, même si ça peut paraître paradoxal, le cloud constitue certainement la solution la plus sécurisée, la plus résiliente. Pour prendre quelques exemples, l'année dernière, entre janvier et décembre 2021, l'outil qui permet de défendre l'intégrité des terminaux, qui s'appelle Defender for Endpoint, a bloqué pratiquement 10 milliards de logiciels malveillants ciblant les terminaux au sein des entreprises. Si on regarde les menaces par email, toujours pendant la même période, on a bloqué à peu près 36 milliards d'attaques de phishing. Menaces sur l'identité, on a bloqué 25 milliards de tentatives de détournement de compte. Et tout ça s'est rendu possible à l'échelle du cloud parce qu'on collecte chaque jour 24 000 milliards de signaux de sécurité qui vont permettre de disposer d'une vue en temps réel de la menace afin de contextualiser tous les accès aux informations sensibles de nos clients en autorisant ou non l'accès à ces informations en fonction du contexte de sécurité. Par ailleurs, ces informations permettent d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui vont permettre d'aider les défenseurs. Donc bien sûr, on peut se poser la question du cloud qui peut faire craindre des problèmes de résilience opérationnelle, car on n'a pas envie de mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors le conseil qu'on peut donner, c'est si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en place des solutions multi-cloud. Vous pourrez recourir à l'hybride pour les éléments de votre système d'information qui ne peuvent pas migrer dans le cloud. On sera capable de vous aider à les défendre et à faire en sorte que l'on puisse assurer la meilleure gestion possible des risques. En sachant, et je pense qu'il ne faut pas se tromper, la technologie n'est qu'une partie de la réponse à ce formidable enjeu de la cybersécurité. On dit souvent que la cybersécurité repose sur un triptyque, la technologie, mais aussi les processus et les femmes et les hommes. Il ne faudrait surtout pas oublier ces deux derniers éléments, et notamment l'importance de la gouvernance de la cybersécurité dans les entreprises, ainsi que l'importance du rôle des collaboratrices et des collaborateurs qui doivent être en permanence formés et informés sur les menaces et leurs évolutions, ainsi que les meilleures pratiques pour se défendre. Et de telle façon, à travers ce triptyque, on pourra, je pense, apporter une bonne réponse à ces enjeux en matière de cybersécurité. Tu viens de parler de ce triptyque, donc de la partie processus, de la partie naturellement des hommes et des femmes et de leur formation, de leur montée en compétences sur ces sujets-là, et de la partie technologique. Je voudrais rester un petit peu sur la partie technologique, m'attarder sur cette partie technologique. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision prospective de quelles sont les technologies de demain qui vont nous permettre de faire face à l'augmentation de ces risques, à l'évolution aussi de ces risques? Est-ce que tu as des idées là-dessus? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as un point de vue sur ce sujet-là? Alors, premier élément sur lequel j'insisterai en préambule, c'est que il faut se souvenir, et c'est vraiment essentiel, que la cybersécurité, c'est un voyage, pas une destination. Autrement dit, il faut comprendre avec humilité, la cybersécurité, c'est une très bonne façon d'apprendre l'humilité, qu'on n'en a jamais fini avec ce sujet, car les attaquants sont toujours plus inventifs et disposent toujours de moyens de plus en plus sophistiqués. C'est d'autant plus vrai que la cybersécurité, c'est un monde asymétrique par nature. Les attaquants peuvent choisir quand attaquer et où. Les défenseurs, eux, doivent se défendre partout et tout le temps. Donc la bataille est très inégale. Donc si on devait essayer de faire un peu de prospective, je pense que l'intelligence artificielle est appelée à jouer un rôle
de plus en plus fondamentale dans l'avenir de la cybersécurité. À la fois parce qu'à travers la collecte de cette quantité absolument invraisemblable de signaux de sécurité, on va avoir la possibilité de contextualiser tous les accès en fonction, par exemple, de la qualité de l'identité, en fonction de la qualité du terminal, est-il managé ou pas par l'entreprise, de la qualité du réseau depuis lequel on se connecte, de la qualité des applications, des données que l'on cherche à accéder. Et à partir de cette contextualisation, couplée effectivement avec ces modèles d'intelligence artificielle, on va avoir la possibilité de prendre une décision qui va être remise en cause en temps réel et en permanence, de savoir si on peut donner ou pas l'accès à cette information. Et donc ça, je pense que c'est un élément absolument fondamental du futur de la cybersécurité. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus, et je pense que c'est quand même un point qu'il convient de rappeler, que l'hygiène de sécurité de base permet de se protéger contre probablement 98% des attaques. Il est donc impératif, dans tous les cas, et quelles que soient les évolutions technologiques, de mettre en place, à minima, une solution anti-malware, d'utiliser le principe du moindre privilège dont je parlais tout à l'heure, de mettre en place une authentification multifacteur, de mettre à jour régulièrement tous ces systèmes et de protéger ces données. Rien que ça déjà, ça permet de suffisamment hausser la barre pour que les attaquants aient envie d'aller attaquer quelqu'un d'autre que vous. Je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais au moins ça permet de rendre la bagarre, si j'ose dire, ou la bataille plus difficile pour les attaquants. Par ailleurs, je pense qu'il y a la nécessité d'une manière générale de comprendre que pour travailler en matière de cybersécurité, le rapprochement avec les métiers est essentiel. L'informatique ne connaît pas dans le détail les risques. Et donc, il est important que les risques métiers soient systématiquement échangés avec le service informatique, parce que c'est de cette façon qu'on arrivera effectivement à trouver les bonnes réponses par rapport à des scénarios d'attaque. Enfin, je pense qu'il est nécessaire, et c'était ce dont on parlait à propos de la régulation et d'une manière générale des activités qui sont réalisées au niveau France et au niveau européen, de développer une stratégie pour soutenir une résilience opérationnelle, non seulement pour le travail à distance, qui s'est généralisé et qui va certainement continuer d'être utilisé, au moins en mode hybride, dans la plupart des entreprises, mais aussi dans la façon dont les relations sont établies entre les établissements bancaires ou les établissements financiers et leurs partenaires fournisseurs les plus importants. Parce que dans cette affaire, on n'est plus dans une logique client-fournisseur classique. On est dans une logique dans laquelle il faut tous se remonter les manches pour faire en sorte que l'on complique la vie des attaquants et que l'on arrive à travers un partage intelligent d'informations au sein d'une communauté de la sécurité, de faire en sorte qu'on puisse prévenir les comportements déviants, si j'ose dire, et surtout se protéger par rapport à toute l'évolution dont on vient de brosser très rapidement un petit aperçu à l'instant. Alors, dernière question, exercice toujours un petit peu difficile, mais au regard, je dirais, de l'ensemble des messages que tu as pu nous faire passer, de l'ensemble de tes points de vue, si on devait retenir qu'un message clé pour faire face au cyber-risque, quel serait-il ? Alors, j'ai déjà dit un certain nombre de choses. Si je voulais compléter par un élément supplémentaire que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, je pense qu'il est nécessaire pour les entreprises de chercher à éliminer la complexité inutile de l'environnement informatique, car cybersécurité et complexité ne font hélas pas bon ménage. Et donc, en dehors des questions sur l'hygiène, sur lesquelles j'ai beaucoup insisté lors de la réponse à ta dernière question, j'insisterai aussi sur cette nécessité de faire en sorte qu'on essaye autant que faire se peut, d'éliminer la complexité de l'environnement informatique, parce que c'est à travers cette simplification qu'on arrivera à la fois, et ça peut paraître paradoxal, à réduire les coûts, mais en même temps à mieux sécuriser
le système d'information. Merci Bernard, donc on retient ça, une simplicité pour maîtriser. Donc merci de ton intervention.